Aujourd'hui dans Silicon Carnet, émission spéciale Elon Musk. On va parler de SpaceX qui prépare son IPO à 800 milliards. L'entreprise devrait se coter en 2026 et officiellement ce sera pour déployer des data centers dans l'espace. On analyse avec Flavie Prévost pourquoi Elon a besoin de cet IPO pour financer tout l'empire Musk. On parle aussi de Grok, le chatbot de xAI, 27 milliards de levée, mais Grok ne décolle pas côté entreprise et cannibalise Tesla et X. Les actionnaires sont furieux et attaquent Musk pour conflit d'intérêts. On se posera la question si Musk n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied. Et puis Musk qui fait la paix avec Trump, 6 mois après avoir claqué la porte. Musk renoue avec le président des US, finance les républicains pour 2026 et se lance en guerre contre l'Europe. On demandera à Jérémy Michel si l'Europe va oser tenir tête ou plier comme le reste du monde. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de San Francisco. Désolé d'appuyer sur pause, mais si tu kiffes cet épisode, aide-moi en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire ce contenu en toute liberté. Alors on continue, mais tu likes et tu t'abonnes. Bonjour les amis et bonne fête de fin d'année. Oui. Regardez ça, c'est la fête. Puisqu'il ne faut pas dire bonne fête de Noël, comme tu me disais Jérémy Michel. Il est taquin. Il me balance comme ça. Moi je dis joyeux Noël, voilà. Il n'y a pas de crèche derrière moi, vous aurez noté. Donc c'est Noël, c'est le dernier épisode de la saison 2025. On va se reposer un petit peu. La semaine prochaine, un seul épisode, mais pas des moindres, puisque ce sera le Festin 4. Et il est pas piqué des verres. On avait du beau monde, Kelly Massol, Éric Larchevêque, Sixtine Moulet-Berthaud, Jade Doucelin, l'avocate de Jean-Luc Mélenchon, Fabrice Epelboin, et puis le professeur Pierre Gobil dans le Festin. Et il était en forme. Voilà, et on se retrouvera dès l'année prochaine pour le talk show de Silicon Carnet 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, et puis plein de formats mensuels que vous aimez. Voilà. Et c'est pas mal d'avoir sorti le festin à Noël, tu sais, quand t'as tous les repas arrosés de famille et tout, tu t'engueules avec toute ta famille, c'est nickel. Et c'est un bon festin pour s'engueuler. Hein. Vous verrez, c'est un bon festin pour s'engueuler avec sa famille. Vous allez apprécier. C'est le 27 décembre. Vous serez juste sorti des fêtes de Noël et on sera pas encore dans le réveillon. Donc c'est parfait, effectivement. Bon, cette année 2025, comment ça s'est passé pour vous ? Moi, je suis fatigué. Je sais pas vous, mais je suis un peu fatigué. Tu m'étonnes, ta cadence là, c'est bien joué, quoi. Hein, donc, trop bien. Bravo. C'est assez incroyable le nombre d'émissions que tu fais, Carlos. Je suis assez impressionné. Bravo pour la cadence. Hein. Toi aussi, tu cours pendant que tu fais tes podcasts ? Non, les gens courent pendant qu'ils les écoutent, c'est ça ? Oui, c'est les auditeurs qui courent, c'est pas moi. Mais tu sais quoi ? On a une arme secrète. On utilise des agents d'intelligence artificielle pour nous aider, notamment sur toute la partie recherche d'informations et puis création des scripts pour l'émission. Et le 3 janvier, je fais une émission spéciale pour vous ouvrir le capot, vous montrer tous ces agents. On travaille avec Dust sur ça, une boîte française, Cocorico, et Tiffany, qui est notre experte en interne, qui a mis en place toute cette batterie d'agents, va venir vous expliquer, vous faire des démos et vous montrer comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle chez Silicon Carnet. Ça va être super intéressant. C'est le 3 janvier. Allez, l'émission commence maintenant. Go yourself. SpaceX va entrer en bourse. Ça y est, l'entreprise de Musk prépare visiblement son IPO. Ça sera en 2026. La valorisation annoncée 800 milliards de dollars. C'est le double de cet été. Brett Jensen, le directeur financier, l'a confirmé aux employés. C'est encore une rumeur, mais on a déjà des fuites de mails qui circulent. Et ils seraient visiblement en train de sélectionner déjà leur banque. Mais c'est pas tout. SpaceX veut utiliser cet argent pour déployer des data centers dans l'espace. Musk, visiblement, veut continuer à nous faire rêver. On sait que Bezos et Blue Origin sont sur le coup. Et on découvre que Sam Altman, encore lui, j'avais dit, on ne parle plus de Sam Altman et d'OpenAI. J'en ai marre de parler de Sam Altman. Mais on est obligé parce qu'on découvre que OpenAI, lui aussi, essaye de construire un concurrent à Elon Musk. Ils essayent de racheter en ce moment une start-up dans le secteur qui s'appelle Stock.
C'est pas encore fait, mais visiblement, il s'intéresse au sujet de l'espace. Bon, c'est marrant quand même parce que il avait quand même dit no IPO before Mars. Donc bon, évidemment, là, il change pas le mois de mars, hein, trajectoire. pas d'IPO avant la planète Mars. Hein, c'est Ouais, pas pas March, la planète Mars. J'adore Ouais. le mec qui se fixe des deadlines en planète colonisée. Ouais. Et voilà, on voit que en fait, du coup, c'est un peu, enfin, je sais pas, vous connaissez mieux le personnage que moi, mais qui plus est par rapport à Ah, c'est un Tesla pote, hein. Ouais. et son côté pas très content d'être monitoré surtout, etc. Ouais. Voilà, on pourrait aussi se demander pourquoi il a décidé cette IPO. Enfin, il y a plein de choses à discuter sur le sujet, mais voilà, en tout cas, clairement, il a changé de stratégie par rapport à ça. Ouais, je montre son tweet qu'il avait fait à l'époque. Ce tweet, il date effectivement de juin 2013. Et ce qu'il avait dit, c'est que effectivement, Wall Street pense court terme. C'est-à-dire que si on met SpaceX en bourse, ils vont commencer à nous faire chier avec nos résultats trimestriels. Alors qu'effectivement, comme tu dis, la mission de SpaceX, c'est d'aller coloniser Mars. Et c'est pas un truc qu'on fait en un trimestre. Ça va prendre peut-être 10 ans. Donc, il avait pas envie de s'emmerder avec ça. Et c'est vrai que bon... il connaît bien le sujet parce que Tesla, depuis que la société est cotée, c'est un cauchemar. Il vit tout un tas de calvaires, des batailles juridiques avec la SEC, des actionnaires qui remettent en cause son package, qui pourtant est assez modeste, 1 trilliard de dollars. Je vois pas de quoi on se plaint, mais c'est vrai que on peut se poser la question de pourquoi SpaceX décide de changer de stratégie. Jérémy, une idée là-dessus? Mais écoute, il y a toujours les raisons officielles et puis les fameuses raisons officieuses. Mais sur les raisons officielles, déjà, on peut revenir. Moi, je trouve ça intéressant puisque, en effet, tu as 3 chantiers prioritaires pour SpaceX, justement, dans le cadre de ce gros financement, cette recherche de fonds au final. C'est d'un côté son fameux Starship qu'il veut construire justement pour aller pour Mars et qui brûle apparemment en R&D énormément de cash, plusieurs milliards de dollars par an. Donc ça, c'est un point. Il y a également aussi la nécessité d'asseoir la domination de Starlink dans l'espace parce que l'entreprise a des concurrents. Donc il faut toujours évidemment injecter des fonds et avoir des investissements, augmenter le nombre de satellites. On pourra en reparler, mais l'Europe court aussi derrière, les Chinois également. Donc il y a aussi cette nécessité de d'avoir l'assise nécessaire pour construire ces satellites. Et puis il y a ce projet que tu évoquais au début, qui sont ces fameux data centers dans l'espace. Projet qui a l'air fou, mais il me semblait bien aussi que Sundar Pichai de Google l'a évoqué. Ouais, on en avait parlé d'ailleurs, en interview. Donc est-ce que c'est fou, est-ce que c'est sérieux, je ne sais pas. Mais peut-être qu'en effet, avec, je dirais, un coût de l'envoi dans l'espace de matériel qui se réduit, peut-être qu'il sera rentable, en effet, à un moment donné, d'envoyer les data centers dans l'espace. En termes de système de refroidissement, il n'y a pas mieux. Et puis, pour capter l'énergie solaire 24 heures sur 24, il n'y a pas mieux non plus. Donc, c'est complètement fou d'un point de vue scientifique. Pour moi, quand on parle de Musk, il faut toujours voir le coup d'après. Et pas s'arrêter uniquement aux chiffres. Parce que c'est quelqu'un qui est à la fois un très bon financier, ça tu le sais mieux que moi, mais c'est aussi un industriel de génie, qui est capable justement de mettre des projets derrière chacun de ces mouvements financiers. Donc il faut voir ce qui se cache derrière. Et puis en termes de raisons officieuses, très probablement, mais on va en parler, il y a il y a l'IA, n'est-ce pas, de Musk, donc de XAI, donc Grok, qui, à mon avis, brûle pas mal de cash. Donc, il y a nécessité, juste peut-être, de rediriger certains fonds pour lui permettre de pas perdre la course face à ses nombreux concurrents, n'est-ce pas? En ce moment, c'est la folie dans la Silicon Valley. L'IA accélère, les cartes sont redistribuées. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment, vous pouvez écouter Silicon Carnet, mais le mieux, c'est encore de venir sur place. Du coup, je voulais vous parler de RampUp Lab, partenaire de Silicon Carnet. RampUp Lab, c'est Boris et Marie, des amis de longue date que je connais bien. Ils sont basés dans la Silicon Valley depuis près de 20 ans et ils organisent des Learning Expeditions sur mesure à San Francisco pour des dirigeants, des équipes d'innovation et des programmes MBA. Concrètement, c'est 2 à 7 jours d'immersion dans ce que la vallée fait de mieux aujourd'hui. Vous visitez des grands groupes comme Nvidia, Google ou Meta,
mais aussi des startups, des investisseurs, des labs et des campus. Je fais partie des intervenants et je peux vous dire, c'est pas du tourisme. Chaque immersion, c'est un vrai bootcamp avec des analyses, du retour terrain, des ateliers IA et innovation, avec un objectif clair, transformer tout ce que vous voyez en feuille de route pour votre entreprise. Ramp Up Lab s'occupe de tout sur place. Alors, si vous cherchez un partenaire pour votre prochaine Learning Expedition dans la Silicon Valley, je vous conseille d'aller faire un tour sur rampuplab.com. Allez, retour à ton épisode. Et puis, il y a ce que j'aime bien dans ce que tu dis aussi, c'est certes un financier, c'est clairement un industriel de génie, mais c'est aussi un scientifique quelque part. En tout cas, il se voit lui comme un scientifique. Donc, la science drive un petit peu sa vision industrielle et financière. Et je pense qu'il a dû étudier le sujet et se dire, des data centers dans l'espace, c'est pas complètement déconnant. On n'y est pas tout de suite, mais c'est envisageable désormais. Et on va regarder avec Flavie, puisque tu t'es un peu intéressé au sujet, quels sont les enjeux par rapport à tout ça. Sur le plan financier, je note quand même une petite phrase du directeur financier Brett Jensen de SpaceX qui dit on va rentrer en bourse si tout se passe bien, si l'exécution fonctionne, c'est-à-dire si vous bossez, et si les marchés coopèrent. Donc ça c'est intéressant à noter dans le mail que il y a quand même une menace externe qu'ils ne maîtrisent pas, c'est est-ce que les financiers Wall Street va prendre la balle au bond, et est-ce que l'image de Musk ne va pas venir perturber potentiellement cette rentrée en bourse. Et puis il faut dire un autre truc, c'est que SpaceX a vieilli, hein. C'est une entreprise qui a maintenant 23 ans, hein. C'est pas la petite start-up qu'on connaissait au départ. Et puis SpaceX c'est devenu un pilier du complexe militaro-industriel américain, Jérémy, hein. C'est pas simplement un truc qui fait de la recherche, hein. Donc il y a un sens du timing aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait logique s'il y avait une logique purement historique, financière, etc. Mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure avec l'IA. On parle de bulles, on parle de valorisation, etc. C'est le moment aussi pour lui d'utiliser cette carte, de mettre en place des infras dans l'espace pour être dans la course à l'IA, là où il était un peu plus largué avec Grok. Et du coup, d'en profiter peut-être pour faire grossir le panier de la mariée. Ouais, c'est une vache à lait. Regardez la valorisation, la progression de la valorisation de SpaceX ces dernières années, c'est juste hallucinant. La boîte était encore cotée 400 milliards, enfin valorisée 400 milliards cet été. Aujourd'hui, on parle de 800 milliards. Et je pense que très honnêtement, à 800 milliards, ça va s'acheter, hein. Les gens vont acheter même à cette valorisation, hein. Non seulement ils vont acheter, mais si je puis me permettre, tu parlais aussi du côté complexe militaro-industriel. Donc si on regarde ça d'un point de vue géostratégique, comme Palantir, hein, ces boîtes qui sont quand même à la fois très tech, mais en même temps très liées aux intérêts de la défense américaine. On rappellera que les satellites de Starlink sont également déployés en Ukraine et permettent justement de soutenir la fourniture de renseignements aux soldats ukrainiens sur le terrain. Donc c'est vraiment un des piliers de la défense ukrainienne là-bas. Donc c'est pas comme tu l'as dit, c'est pas une start-up ou c'est pas une entreprise comme une autre. Elle fait partie du complexe militaro-industriel. Et ce que je trouve intéressant, juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur est-ce que les marchés, enfin ce que disait l'interlocuteur de SpaceX, est-ce que les marchés vont coopérer? À mon avis, oui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Tesla, il faut faire les voitures et les vendre de manière court-termiste. L'industrie spatiale, c'est ça, hein, les chiffres sont regardés au trimestre, voire au mois, quoi. Et puis effectivement, Wall Street analyse chacun des chiffres, hein, ça c'est clair. Ouais. Voilà. Alors que quand tu lances des fusées dans l'espace, on est sur des projets beaucoup plus long-termistes, d'une part, et en plus qui sont, j'ai envie de dire, beaucoup plus liés aux intérêts de l'État. Et quelque part, quand tu réfléchis, à mon avis, hein, en tant qu'investisseur à une entreprise comme Starlink, tu te dis, mais de toute manière, il y a l'État américain derrière. Et les intérêts de la puissance américaine, à un moment donné, ce n'est pas le genre d'entreprise que l'État américain peut laisser tomber.
je sais que c'est pas tout. Il y a le marché, il y a le capitalisme, etc. Mais malgré tout, ça pèse dans la balance, dans la manière dont les investisseurs vont percevoir une entreprise comme Starlink, comme tu l'as rappelé, du complexe militaire ou industriel, c'est pas rien, par rapport à une entreprise classique en tech comme Tesla, qui fabrique pas encore de tanks, je crois pas. Peut-être que le jour où ils fabriqueront des tanks, on pourra... Il y a un Cybertruck, hein, tu lui mets une tourelle, ça marche, hein, ça fait un tank. C'est exactement ce à quoi je pensais. Mais faut voir, faudrait essayer les envoyer sur le sol ukrainien pour rigoler. Enfin, pour rigoler. Ça dépend pour qui se retrouve en face. Mais en tout état de cause, voilà, il y a ce point-là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de faire le parallèle avec l'Europe, n'est-ce pas? Puisque on y est. En tout cas, j'ai les pieds en Europe en ce moment. Nous, on a aussi des acteurs en Europe qui essayent de se démener justement pour faire concurrence à Starlink. On a l'acteur qui s'appelle Eutelsat, qui a un partenariat stratégique avec Orange. Orange qui est comme chacun sait qui est une boîte très tech. On se rend pas compte. Ça fait un peu club de dinosaures là ton truc. Eutelsat et Orange, ça fait pas rêver. Certes, on est en Europe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est pas la Silicon Valley. Ils se retrouvent au Rotary Club, c'est ça C'est comment ça se passe C'est les réunions ont lieu où quoi Je sais pas. Au Sénat, tu sais. Au Sénat, d'accord. Okay. Sponsorise du Sénat. Sponsorise le Tour de France, je crois. Ils sponsorisent le Tour de France. Ils sont dans la caravane du Tour de France. Oui, ils étaient. Vas-y, Jérémy. Alors, Eutelsat et Orange. C'est toujours intéressant parce qu'on est. Bon, tu prends le groupe Orange, ça reste un groupe qui est très tech. On se rend pas compte. Ils ont beaucoup de chercheurs, beaucoup de R&D. Justement, il y a ce partenariat avec Eutelsat, mais que voilà, on en discutait en off, mais ils ont quelques centaines de satellites comparé aux 9000 satellites de Starlink. Et puis avec l'IPO, ça va exploser. Mais bon, voilà, on essaie quand même de lancer nos propres acteurs. Et on a intérêt parce qu'on peut pas dépendre entièrement de Starlink, surtout avec un personnage comme Musk sur un plan géopolitique. On le verra dans la 3e partie. C'est quand même un véritable problème. Donc non, encore une fois, je rigole, mais il faut absolument qu'on accélère sur ce sujet-là. Et c'est certainement avec Eutelsat et Orange qu'il faut le faire. Je suis d'accord avec toi, il y a pas de problème. Mais comme tu dis, 100 satellites versus 9000, et c'est qu'un début. Il y a intérêt à ce qu'on se remue un petit peu parce que là. Mais c'est de notre faute. C'est de notre faute. Faut se rappeler que quand Musk a commencé SpaceX, les dirigeants d'Ariane se sont moqués de lui. Faut se rappeler de ça aussi. C'était dans les années 2010. On s'est moqué de lui quand il a dit moi je vais lancer des fusées qui s'envolent et puis qui reviennent. Ça a rigolé très fort chez Ariane. Là, c'est véritablement une guerre des orbites qui a commencé. SpaceX a annoncé vouloir construire des data centers dans l'espace, et c'est pas des satellites classiques qui relaient de l'information. Là, c'est une constellation de satellites qui seront équipés de puces intelligentes, notamment pour faire des calculs d'intelligence artificielle, et qui vont tourner en orbite basse pour éventuellement déporter du compute dans l'espace et alimenté par le soleil. Et on sait que l'énergie, c'est un véritable souci aujourd'hui. Donc, il parle déjà de nouvelles versions de ces satellites. Nous, on en est encore à essayer de mettre des satellites pour concurrencer Starlink, que lui, effectivement, il est déjà sur la prochaine génération. Il parle, alors bon, c'est Musk, donc il faut tout mettre entre parenthèses, mais lui, il dit qu'il pourrait déployer entre 300 et 500 gigawatts de satellites IA alimentés par énergie solaire. Alors, je fais un petit comparatif, parce que, bien évidemment, chaque fois qu'on parle de gigawatts, ça parle à personne. Nom de Zeus! Mais pour vous donner une idée, un data center sur Terre, c'est environ 1 gigawatt. Donc, quand le mec te dit « je vais déployer 300 à 500 gigawatts de satellites IA dans l'espace », on est en train de parler, là, de centaines de data centers équivalents sur Terre. Donc, et quand on voit le coût et le temps que ça prend, parce qu'il y a la réglementation. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un de chez Microsoft qui me disait, l'Europe, le problème, c'est que chaque fois qu'on veut lancer un data center en Europe, c'est minimum 3 à 5 ans avant qu'on commence les travaux, quoi. Donc,
Là, à l'espace, il y a plus de réglementation, hein, Flavie. Hein, et merci pour la vulgarisation, parce que depuis le début, j'étais en train de me dire, putain, c'est pas un épisode pour les dyscalculiques qui a trillions, trilliards, gigawatts et tout, donc c'est cool de redonner des ordres de grandeur. Moi, il y a 2 choses qui me fascinent absolument dans cette conquête. Ouais. Alors déjà, merci Musk, parce que cet épisode, c'est un mix entre Succession et For All Mankind, donc moi, je kiffe toutes les séries, donc je me dis, c'est le seul homme d'affaires qui est capable de nous faire vivre toutes ces émotions. Et trouve-moi un autre, et House of Cards, peut-être dans la dernière partie de ce. Oui, carrément. Ouais. C'est le milliardaire dans House of Cards. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, 2 trucs qui me fascinent. Déjà, on dirait que c'est le mec qui se construit les échelles, les barreaux de l'échelle au fur et à mesure qu'il monte. Et je trouve ça fascinant, l'écosystème qui se construit. Donc d'abord, il se fait Starlink. Après, il va en avoir besoin pour faire communiquer ses satellites. Ça va servir d'infra pour l'IA. Il a mis des lanceurs à fond, donc il a fait baisser le coût de, je sais pas comment on appelle ça, j'appelle ça le fret vulgairement, mais c'est pas oui, c'est le coût par kilo. Je montre là le graphique, ouais. il est impressionnant. C'est grâce effectivement à Starship, hein, si on est à ce coût-là aujourd'hui. Donc il a fait baisser ce coût. Donc maintenant, ça va être plus simple de monter des gros data centers dans l'espace. Ouais. Donc franchement, ce côté un coup d'avance et je me construis ma propre échelle avec mon écosystème de société, poche gauche, poche droite qui se répondent, etc. Moi, ça me fascine. Et après, il y a le petit côté mythe américain. Tu sais, t'en parlais souvent du mythe de la frontière. Le mec ne veut dépendre de personne et de rien. Et les data centers, c'est chiant. Il y a des humains, putain, ils font chier. Faites pas chier les mecs, putain. Merde, putain, chier, hein. Pas chier, putain. Il y a des normes, il y a des lois, et les gens râlent sur les data centers parce qu'ils se rendent compte que c'est des grands espaces vides où il y a presque aucun humain qui travaille dedans, donc c'est vraiment le truc. Non, c'est un vigile et un chien généralement, hein, le personnage. Ouais, c'est une sorte d'agression pour les humains parce que ça prend de la place, mais ça crée pas d'emploi et tout, donc il y a vraiment un truc. Donc je pense qu'il se dit, ok, vas-y, Balek, je pars dans l'espace. J'aurai plus de contraintes. Il en aura d'autres. Je pense qu'il y a des contraintes techniques. Moi, je suis pas astrophysicienne, mais il y a d'autres choses que juste profiter des rayons du soleil, machin. Mais quand même, c'est fascinant de voir à quel point il a envie de se libérer de ses contraintes terrestres. C'est impressionnant. Et tu parlais là du coût d'envoi dans l'espace. Hein. Je remonte le graphique, mais à l'époque, envoyer 1 kilo dans l'espace, ça coûtait $10,000. Ok. Aujourd'hui, on est à quelques centaines, non? Quelques centaines de dollars. Ah non, $1,500. Et c'est dans les prochains, après IPO, que ça va descendre à une centaine de dollars. Ouais. Mais même si c'est $300, ça change tout, quoi. Tu vois, ça peut permettre de faire des trucs qu'aujourd'hui, on fait pas. Il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les puces modernes, même si on dit oui, ça consomme énormément d'énergie, j'ai fait un petit peu de recherche et regardez comment est-ce que le coût énergétique est en train de baisser. Il y a des avancées spectaculaires dans le domaine qui font que de ces puces aujourd'hui, et notamment les TPU de Google, mais aussi les GPU de Nvidia de dernière génération, consomment une fraction de ce qu'ils consommaient il y a encore 10 ans. C'est hallucinant. On est passé de 100 à pratiquement 1, quoi. Enfin, c'est un rapport de 1 à 100. Et puis, effectivement, il y a l'énergie solaire qui est inépuisable, qui là on n'a plus les problèmes qu'on a aujourd'hui sur Terre, parce qu'on entend beaucoup parler que non seulement ça consomme de l'énergie qui est une denrée épuisable sur Terre, mais aussi de l'eau, hein. C'est un des problèmes qu'on a, on en avait parlé aussi dans un précédent Silicon Carnet. Donc là effectivement si on est sur de l'orbite basse, il y a pas de nuit, il y a pas de nuages, il y a pas de saison, c'est un flux continu d'énergie 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est effectivement très très intéressant, hein, tout ça, ça make sense, comme disent les Américains. Les écolos, ils doivent être en PLS. Je suis Sandrine Rousseau. Pour une écologie radicale, à bas le patriarcat, ça commence. Parce que là, c'est des zones de non-droit international, là, l'espace. Et du coup, tous les débris, on sait que il n'y a pas de Sandrine Rousseau dans l'espace. Hein. Je crois que ça fait genre 2 km sur 2 km de... Quoique le vide, c'est un peu son domaine. Mais bon. Ah désolé, j'étais obligé. Tu sais, Jérémy, je me suis fait engueuler là. J'ai un mec dans les commentaires sur YouTube qui, je le salue d'ailleurs, et il a raison de m'engueuler parce que c'est vrai que je me moque un petit peu des écolos. Il me dit c'est facile de se moquer des écolos parce que tu risques rien. J'aimerais bien que tu te moques des islamistes et tout ça. Tu verrais, tu ferais moins le rigolo, quoi. Et c'est vrai que des fois je me moque un petit peu des bobos et des mangeurs de graines et des gens à vélo. Donc je salue mon détracteur qui a raison quelque part.
Moi, je voulais rebondir là-dessus, puisqu'on parlait de régulation un petit peu. C'est vrai que le vrai souci, c'est que nous, en Europe, en fait, au pouvoir, on a des bureaucrates. Si on doit classifier la nature des gens qui gouvernent, là où aux États-Unis, le président est entrepreneur et Elon Musk est entrepreneur. Donc forcément, ils sont dans une configuration mentale qui est complètement différente. Et quand tu disais, Flavie, que il mettait les barreaux de l'échelle au fur et à mesure qu'ils montent, mais c'est tout à fait ça. Mais le point, c'est qu'il sait où elle va, son échelle, en fait. Donc c'est pour ça qu'il peut mettre des barreaux, justement. C'est que il a le coup d'après. Moi, la question que je me pose, là, je fais un peu de la science-fiction, mais je veux dire, ça va tellement vite en ce moment que la science-fiction, ça devient rapidement de l'histoire. C'est que avec des data centers dans l'espace et avec des transmetteurs de données, donc les satellites actuels Starlink dans l'espace, ça veut dire qu'on pourra demain avoir des robots alimentés ou en tout cas maniés par des IA partout sur la planète, n'importe où sur le globe, H24 avec les unités de calcul dans l'espace. Et moi, je me demande si l'étape d'après, c'est pas aussi ça. C'est d'avoir cette couverture et de l'utiliser pour avoir ces robots qui seront partout, dans tous les foyers, et pourquoi pas, et c'est là où j'en viens à la science-fiction, pourquoi pas sur n'importe quel champ de bataille. Parce que la robotique, elle sera également utilisée, si c'est pas déjà le cas, dans des conflits armés, évidemment. Et donc, pour alimenter tout ça, va falloir s'assurer qu'il y ait des unités de calcul aux bons endroits. Si c'est pas évidemment... Comme Starlink aujourd'hui, quelque part. Sauf que Starlink, en fait, pilote des humains sur Terre. Mais demain, effectivement, le pas pour aller piloter des robots pour faire la guerre, il est pas très très loin. Comme tu dis, Jérémy, la guerre des clones, elle est pas loin. Effectivement, et puis tu as un bon exemple. Il va commencer à tester ce truc avec un truc tout con. C'est avec les Tesla. C'est-à-dire que les premiers robots qui vont être pilotés depuis l'espace, depuis n'importe où, ça va être nos voitures Tesla. C'est évident. Ouais, ça, c'est clair. En défense, on appelle ça, je crois, c'est la dualité civile-militaire. Ce sont ces technologies qui sont à la fois utilisables très rapidement dans le civil et dans le militaire. Dans la guerre en Ukraine, par exemple, on l'a vu avec les drones. Les drones, parce qu'on a des drones civils, tu mets une charge explosive et puis avec une télécommande, tu l'emmènes là où il faut faire péter quelques Ukrainiens ou quelques Russes. On n'est pas à l'abri que, en effet, derrière cette et encore une fois, je rebondis quand même là-dessus, mais tu l'as dit, Starlink fait partie du complexe militaro-industriel. Il y a bien militaro, donc il faut pas ignorer aussi les enjeux géostratégiques. Et on pourra en reparler, mais c'est dans cette course à l'espace. La vérité, c'est que l'Europe est à la traîne. En revanche, il y a la Chine derrière. Et à mon avis, il y a aussi une volonté à la fois industrielle, ce qui est logique de dépasser ses concurrents pour Musk, mais aussi peut-être une logique de puissance pour les États-Unis, de pas se faire dépasser par les entreprises chinoises qui courent derrière, avec toutes les conséquences évidemment que ça aura. Ouais, bien sûr, parce que la Chine, elle va pas rester spectatrice et laisser les États-Unis conquérir cette orbite basse. Elle va s'y mettre, et ça c'est évident. Et je pense que d'ailleurs, elle doit déjà être en train de travailler sur quelque chose. Ça c'est évident. Les défis, ils sont nombreux. C'est pas simple. Il y a on n'y est pas encore. C'est pas pour la semaine prochaine. Il y a un premier défi, c'est la radiation spatiale. Il y a des rayons cosmiques dans l'espace. Donc faire tourner des puces qui tournent sur Terre dans l'espace, c'est pas aussi simple. Il va falloir blinder les satellites. Donc ça va ajouter du poids. Et par rapport à ce que tu disais, Flavie, le coût par kilo, oui, ça va augmenter aussi le poids de ces satellites. Et puis la gestion thermique, tu le disais, c'est vrai que dans l'espace, la température elle est à zéro, mais c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas utiliser les mêmes systèmes de refroidissement qu'on a sur Terre dans l'espace. Donc je regardais un petit peu ce que racontent les scientifiques là-dessus, et ils disent non, c'est pas si simple que ça. T'as pas des climatiseurs dans l'espace. C'est de la radiation thermique. C'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, à noter, il n'est pas tout seul. Il y a Google qui bosse là-dessus.
Il y a les ingénieurs de Google qui sont en train de travailler. D'ailleurs, vous avez vu, il y a Sam Altman qui essaye d'y aller. C'est pas la première fois que Sam Altman il va chatouiller le père Musk. Hein. Avec la puce là, il avait la oui, puce, sur Neuralink, c'est pareil. Il a comment ça s'appelle, Merge Labs, qui est un concurrent de Neuralink. Et là, sur l'espace, c'est pareil. Il essaye de racheter Stock, qui est une startup qui a déjà commencé depuis un petit bout de temps avec une technologie qui est différente de celle de SpaceX, qui récupère aussi les fusées, mais de façon différente. J'ai pas regardé véritablement comment. Sam Altman, c'est quoi? Il essaye d'être le mini Musk. C'est un mini Musk. Il se déteste, mais en même temps, il s'adore. C'est quoi? Comment est-ce que vous analysez ça? Ou alors non? Est-ce qu'il y a un véritable enjeu pour OpenAI également d'envisager des data centers dans l'espace, certainement? Tu sais, moi j'aime beaucoup les mangas. Et il y a comment dirais-je, il y a un schéma narratif qui se répète assez souvent dans les mangas, c'est celui des rivaux. Hein, on a Vegeta et Son Goku, on a Sasuke et Naruto. Bon voilà, je vais pas tous les faire. Hein, on a Bakugo et Izuku dans My Hero Academia. Et en fait, qu'est-ce que sont des rivaux? En fait, des rivaux ne sont pas des personnages en réalité différents. Ce sont des personnages qui ont le même objectif. Pour être rival, il faut avoir le même objectif. Et c'est ça qui crée justement la confrontation et puis de belles histoires, puisque nous on voit ça de l'extérieur, pour eux ça doit être infernal, mais nous ça nous amuse beaucoup. Et ce sont des rivaux. Ce sont des rivaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont, puis on a eu l'occasion de discuter, je crois, dans une précédente émission, les mêmes objectifs. Il s'avère que Sam Altman est plus jeune qu'Elon Musk, donc c'est aussi un peu la relève quelque part. Ouais. Donc moi ça m'étonne pas en effet qu'ils se courent l'un après l'autre. Et d'un point de vue du marché, c'est une bonne chose parce qu'il y a rien de pire que l'absence de concurrence. Si demain, Starlink devenait à ce point hégémonique qu'il aura un monopole, ça tuerait l'innovation. Donc c'est, en tout cas pour nous autres moldus non milliardaires, c'est plutôt une bonne chose. Après, ça c'est mon avis. Puis je pense qu'ils adorent ça. Enfin, tu vois, c'est des mecs, ils ont toujours besoin de plus intelligents qu'eux. C'est pour ça que la Silicon Valley, etc., etc. Enfin, tu vois, tu te tires toujours. Un truc de mec, toi, pour ça. Toi, tu considères que ça, c'est un truc de mec. Hein. Tu dis, c'est des non, mecs. c'est le concours de kékette. C'est ça ce que tu es en train de nous expliquer. D'être humain. Qui a la plus grosse fusée? Les meufs aussi, elles ont de l'ambition et t'as toujours envie de faire mieux que ce que t'étais avant et du meilleur de ton marché, tu vois. Et puis, d'un point de vue marché, clairement, quand tu fais une IPO sur ça, tu vas avoir tous les suppliers, tous ceux qui fournissent aussi des choses dans la course à l'espace. Tout ça, ça va monter, en fait, comme marché. Donc, c'est vraiment tout dans leur intérêt de se lancer. Et même s'il a qu'une fraction, le Sam Altman, il a besoin d'aller au supply d'infra pour OpenAI, de toute façon. Même si c'est qu'une partie. Donc, c'est stratégique pour lui. Parce que, comme dit Jérémy, j'aime bien cette histoire de rivaux, mais c'est aussi des gens qui ont un objectif commun, mais qui ne peuvent pas travailler ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, cette rivalité naît de l'incapacité de collaborer. Et on l'a bien vu avec Sam Altman et OpenAI. Je sais pas pour Sandoku, mais en tout cas, c'était à la base des amis. Ça ferait un très bon manga d'ailleurs. Et ils avaient collaboré. Ils étaient partenaires sur OpenAI et puis il y a eu un schisme et aujourd'hui il y a l'incapacité de collaborer qui fait que ça crée une concurrence entre eux et effectivement on n'imagine pas OpenAI aller faire un deal avec Elon Musk pour des data centers dans l'espace. Ça c'est absolument impossible. Donc ils sont contraints d'y aller seuls aussi de leur côté. Ouais. Alors, on parle d'intelligence artificielle. Elon Musk a une entreprise qu'il a baptisée xAI. Tout s'appelle X. Hein. C'est un de ses grands délires à Elon Musk. Hein. C'était déjà le cas à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais PayPal, il s'était frité avec Peter Thiel parce qu'il voulait rebaptiser PayPal X. Et c'est d'ailleurs pour ça que Peter Thiel et Elon Musk s'étaient fâchés à l'époque. Comme quoi. Et en fait, les gens ne comprennent pas. Souvent, quand j'entends Asma Mala expliquer qu'il y a une grande coalition, une sorte de conspiration de la tech, c'est des ados. Les gens qui bossent avec eux me le disent tous. Ils me disent, mais tu n'as pas idée de la petitesse, quelquefois, des réflexions, des susceptibilités qui peuvent exister entre ces gens-là. Ça tient à des conneries, mais comme un nom, par exemple, pour PayPal.
Bref, sa boîte d'AI, il l'a appelée xAI. Elle a levé 27 milliards de dollars. Elle dispose du plus grand supercalculateur IA au monde. Il est à Memphis. Et pourtant, xAI galère à vendre Grok aux entreprises. Il y a un article dans The Information qui montre que l'équipe commerciale de xAI, c'est 12 personnes. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu le nombre. Moi aussi, j'ai écouté un podcast en anglais, j'étais là, toi, putain, j'ai du mal à entendre encore, vas-y. Il y a 12 commerciaux chez xAI. Les 12 apôtres. Et attends, ça a lancé le christianisme, hein. C'est une aventure à plusieurs milliards de personnes. Non, mais et ça montre aussi la croyance de Elon Musk de pouvoir remplacer les humains par de l'intelligence artificielle. Et je suis certain qu'il se dit, non mais attends, 12, ça suffit, le reste, on va le faire avec des bots et des agents IA qui vont proposer nos solutions aux entreprises et puis ça va marcher. Alors, ils ont quelques clients, ils ont Morgan Stanley, Palantir, qui testent Grok, mais c'est à toute petite échelle. En fait, quand on regarde les contrats, c'est quelques centaines de milliers de dollars par deal, c'est que dalle. Et le gros des revenus de Grok aujourd'hui, ce sont des revenus du côté utilisateur. Ils facturent 30 dollars par mois Grok, ça marche. Aujourd'hui, la boîte fait à peu près 500 millions de dollars de revenus, ce qui est que dalle également par rapport à des OpenAI qui font 13 milliards et qui annoncent même peut-être faire 20 milliards d'ici la fin de l'année, ou même Anthropic, qui a une croissance de son revenu assez spectaculaire. C'est assez marrant de voir que finalement, on parle beaucoup de Grok, mais que dans les faits, il n'y a pas grand-chose comme chiffre d'affaires. Flavie, pourquoi ça marche pas? Pourquoi est-ce que Grok n'arrive pas à vendre aux entreprises? Bah non, mais je me marre parce que tu vois qu'en fait, tous les autres, ils ont pris sérieusement le segment B2B. Ils sont pas cons, hein, parce qu'ils ont vu que c'est là qu'il y aurait toutes les licences, etc. Ils ont recruté des sales de Salesforce, les élites, parce que vendre en B2B, c'est long. Et là, l'entreprise qui avait compris ça avant tout le monde, c'est IBM. Tu peux jamais te faire virer en achetant du IBM. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça qui se joue. Qui a envie de faire rentrer Grok dans sa boîte et d'attirer toutes les critiques. Ah putain, ton truc ça marche pas, etc. Là où en plus, le B2B, il y a des trucs assez fascinants. Il y a évidemment Gemini avec Google Workspace qui rentre facilement parce que c'est bon, on a les accès. Il y avait Copilot avec Microsoft parce que pareil, environnement Microsoft. Et c'est du OpenAI derrière. Ouais. Et Anthropic, je dirais plutôt les développeurs, etc., qui étaient quand même un modèle supérieur. Donc je vois pas ce que c'est leur non, mais Anthropic, c'est marrant, à part Flavie, Grok, je vois pas ce que c'est leur plus-value, en fait. Anthropic, c'est marrant, hein. Parce que Anthropic, c'est marrant parce que ils étaient pas connus, ils sortent de nulle part. Et pourtant, eux, ils sont bien arrivés à cranter le marché du B2B. Ils sont même devant OpenAI en termes de vente d'API. On en a parlé la semaine dernière. Je remonte le chiffre. Ils sont devant. Donc, et tu vois, ce boulot commercial, c'est-à-dire de vraiment aller faire du solution selling, de l'enterprise sales, Anthropic sait le faire. Grok, lui, visiblement, c'est plus compliqué. Hein. Tu vois, ça me fait penser aux annonceurs Twitter, chez X, où en gros, en fait, le corporate, c'est comme les annonceurs, tu vois, c'est des gens, ils ont besoin de sécurité, quoi. Ils valuent la sécurité avant tout. Et je me marre parce qu'il y a pas longtemps, je me suis fait sponsoriser mon podcast par Canva, donc tu vois, c'est déjà un peu une grosse machine. J'ai dû signer tout un tas de trucs comme quoi j'allais pas parler de sexe, pas parler de violence, pas parler de machin. Ah merde. Dit, oh les gars, moi je peux pas les signer quoi. En freelancing, je vais pas parler de tout ça, bien sûr que non. Ouais. Voilà. Et alors c'est assez ironique parce qu'on découvre que même chez Tesla, les propres ingénieurs de Musk, ils veulent pas utiliser Grok, ils préfèrent utiliser Claude de Anthropic. Donc. Ouais, ce dont moi j'ai un peu l'impression, c'est que s'agissant d'Anthropic, ils étaient pas connus, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'ils ont attaqué une population très tech en réalité, en leur offrant cette capacité justement en code, d'où j'imagine le fait que les ingénieurs de Musk préfèrent Claude. Et ça, quelque part, c'est une manière de convaincre les entreprises par le bas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les équipes techniques vont remonter au DSI, CTO, etc. Écoute, nous, on utilise Claude, ça ira beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus compétent, etc. Donc, je pense qu'ils ont attaqué là-dessus. Et après, en revanche, quand tu vends des IA entre guillemets grand public, comme du Copilot, du ChatGPT ou du Grok en l'occurrence, là, faut que tu attaques par le haut. Et le haut, ce qu'ils n'aiment pas, particulièrement dans les entreprises, c'est prendre des risques.
Et le problème, c'est que quand tu achètes une solution, donc t'engages des budgets que tu as défendus avec moult efforts devant ton COMEX, comité exécutif comme on dit, faut qu'il y ait du ROI, du retour sur investissement. Et le souci, c'est que tu as cette étude qui est souvent citée du MIT, je crois que c'est cet été qu'elle est sortie, qui montrait que il y avait environ 90% des projets d'IA en entreprise qui n'avaient pas le ROI, donc le retour sur investissement attendu par les entreprises. Je sais pas si ce chiffre est particulièrement vrai, mais à mon avis, ça donne quand même une indication du fait que c'est dur de trouver des débouchés en termes d'utilisation dans les métiers ou des fonctions support aux IA. Quand tu codes et que tu utilises une IA, oui, là le ROI, il est évident. Tu gagnes du temps. Alors le code n'est pas toujours de super qualité, mais ça te fait gagner du temps et de l'argent. En revanche, pour tout un ensemble d'autres outillages d'utilisation de l'IA, c'est plus compliqué. Et du coup, c'est là où la stratégie que nous, on voit beaucoup donc en cybersécurité, je remets ma casquette média en cybersécurité, c'est que on a par exemple du Microsoft. Ok, donc le DSI, il va acheter du Microsoft au niveau de la bureautique. Et puis Microsoft va lui dire, écoute, moi je vais te vendre ma solution en cybersécurité, c'est trop bien. De l'autre côté, tu vas avoir un pur player en cybersécurité avec une solution peut-être meilleure, qui va dire, écoute, moi j'ai la meilleure solution en cybersécurité. Parfois le DSI va se dire, bon, après tout, ma bureautique est chez Microsoft, je vais acheter la cybersécurité chez Microsoft. Et puis il y a ces logiques en fait de bundle. De bundle, quoi, en fait, et c'est le one-stop shop, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire Salesforce a fait ça très très bien aussi. Au moins, et puis ça permet de ne pas avoir à gérer plusieurs fournisseurs, parce que c'est compliqué au point de vue des achats, et ça permet aussi de négocier des tarifs, effectivement. Ouais. Et je crois que Anthropic, mon petit guess, c'est que ils ont été très forts aussi pour la connectivité des IA avec notre monde, le monde de nos apps qu'on utilise, en créant, je crois que c'est eux qui ont créé les MCP, c'est-à-dire une sorte de langage universel, mieux que les API pour discuter. Mais attends, mais ça, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que même moi, j'apprécie que Claude se connecte à Notion, etc., machin. OpenAI, c'était vachement fermé. Je pense que c'est ça aussi qui fait que du coup, c'est plus un truc de la vraie vie, où tu te connectes à tes trucs sans avoir besoin de demander 10 000 autorisations de tous les côtés, quoi. Dans la galaxie, il y a aussi X, l'ancien Twitter, qui continue de perdre de l'argent. Les revenus sont à 752 millions de dollars au troisième trimestre 2025. À noter quand même que c'est une hausse de 17%. Mais l'entreprise reste largement déficitaire. C'est vrai que quand Musk, je montre le graphique là, a repris en 2022 ou 2023, je me rappelle plus, X, on avait vu une baisse colossale des revenus publicitaires. On se rappelle que Disney, Coca-Cola, IBM, Apple avaient tous retiré leur budget publicitaire. Ça remonte. Alors je sais pas qui sont les annonceurs sur X. Mais les revenus publicitaires remontent de 17%, c'est pas mal, mais ça reste encore très déficitaire. Et puis l'Union européenne, on va en parler dans la troisième partie, elle vient d'infliger une amende de 140 millions de dollars à X pour violation des règles de transparence du Digital Services Act. Et puis il y a aussi les autorités allemandes qui sont derrière X, qui accusent X de coopérer sur des contenus haineux et de la désinformation. Donc voilà, là aussi poison commercial. Donc on sent que le père Musk, il a besoin de trouver des relais financiers, et que c'est pas XAI, c'est pas Grok, c'est pas X non plus. Donc on comprend mieux cette histoire d'IPO de SpaceX, parce qu'on a l'impression que SpaceX c'est la seule vache à lait disponible aujourd'hui. D'ailleurs, SpaceX qui investit d'ailleurs massivement dans les autres entreprises, parce que comme eux font un chiffre d'affaires colossal, on a vu SpaceX investir 2 milliards de dollars dans XAI. C'est assez colossal. On voit aussi X utiliser XAI pour réduire ses coûts, notamment sur toute la partie modération. On voit aussi Tesla investir dans XAI. Donc, en gros, on a l'impression que tout converge vers XAI. Dans la stratégie, on essaye de rentrer un petit peu dans la tête de Elon Musk. On sent qu'il a un petit peu des casseroles aux pieds, X, voire même Tesla, dans une certaine mesure, et qu'on a l'impression que ce qu'il veut, c'est que tout le monde converge vers XAI et que de l'argent aille vers XAI. Pourquoi XAI ? Pourquoi est-ce que XAI est dans la tête de Musk aussi central ? Même SpaceX, on a l'impression que ça travaille pour XAI, Jérémy.
En fait, je pense qu'il faut revenir, à mon avis, sur la stratégie de Musk. Faut faire un peu d'histoire pour ceux qui le connaissent. C'était un grand ami des démocrates. C'était un grand ami de Obama, Clinton, etc. Aujourd'hui, c'est un ami de Trump. La question, c'est pourquoi fait-il tout ça? Juste avant de parler d'XAI, pour revenir sur X. À mon avis, et je peux me tromper, mais les esclandres de Musk, à mon avis, le montrent. Ce qui est important pour Musk, tout entrepreneur qu'il est, c'est d'avoir le soutien de l'appareil gouvernemental américain. Voilà. Parce que sans les régulations sur les voitures électriques, Tesla ne ferait pas un tel profit. Sans le soutien de la NASA et du complexe militaro-industriel américain qui est quand même très lié à l'État fédéral, Starlink, ça n'existerait pas comme ça existe aujourd'hui. Donc, c'est un entrepreneur, mais il faut pas oublier que c'est aussi quelqu'un il y a un aspect oligarque un peu quelque part. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très lié à l'État, malgré le fait qu'en effet, il représente des intérêts privés. Et du coup, s'agissant des revenus publicitaires, puisqu'on en parlait de X, à mon avis, il s'en fout. Parce que pour lui, X, c'est un outil d'influence De propagande. pour s'assurer le soutien, en l'occurrence, du président actuel américain. Donc c'est ça l'objectif prioritaire. Et puis ensuite, oui, pour XAI, tout le monde est dans la course à l'IA. Déjà, je pense qu'il y a aussi un côté concours de beauté, c'est-à-dire qu'une entreprise tech aujourd'hui, en l'occurrence, oui, c'est un écosystème qui ne mettrait pas l'IA en premier, serait pas prise au sérieux. Et par rapport, par ailleurs, à tous les sujets qu'on a évoqués juste avant, donc tous les projets de Musk, qu'il s'agisse de la robotique, de Neuralink, Ou de SpaceX, ou de SpaceX, l'IA est centrale. L'IA est centrale parce que celui qui maîtrisera l'IA de la même manière qu'à un moment donné, il fallait maîtriser le big data, le cloud, pour ensuite basculer sur l'IA, etc. L'IA, c'est le nouveau nœud qu'il faut absolument maîtriser pour ne pas être largué par la suite, ou en tout cas pour ne pas être dépendant de ceux qui maîtriseront l'IA. Donc lui, dans cette logique écosystémique de construction d'une forme d'indépendance, il doit absolument avoir ce pilier de l'IA, mais comme vous l'avez très bien expliqué, ça brûle du cash. quoi qu'il en coûte, effectivement. Sont pas effectivement. énormes. Ouais. Et il y a une forme de quoi qu'il en coûte. Mais je c'est crois aussi qu'il son y voit une importance stratégique. recyclage d'écosystème parce que en fait son X il sert à nourrir les modèles. Ouais. Ensuite son XAI elle sert à être utilisée dans l'intelligence des Tesla. Donc en fait quand même ça fait sens. Alors oui il pourrait prendre d'autres providers mais quel est l'intérêt, tu vois, ça lui coûterait bien plus cher, il serait bloqué par d'autres. Enfin je pense qu'en plus il déteste ça, il y a un petit côté genre auto fourni quoi. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Tesla, les actionnaires de Tesla, ils font la gueule parce qu'ils disent en fait Tesla récupère tout un tas d'images, de vidéos et qui ensuite est renvoyé à XAI de façon pratiquement gracieuse pour entraîner le modèle XAI. Et là, les actionnaires de Tesla, qui ne sont pas les mêmes que les actionnaires de XAI, disent mais attends, là il y a un conflit d'intérêts manifeste entre ces deux boîtes. Il y a même des transferts de talents. Il y a des flux humains entre Tesla. On a vu que XAI a récupéré 11 employés de Tesla, notamment des gens qui bossaient sur l'autopilote. Et là, c'est pareil. Les actionnaires, ils disent non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et on a l'impression que Musk, il fait comme s'il s'en foutait, quoi. Il dit non mais attendez, moi je bouge les gens d'une boîte à l'autre, ça pose aucun problème. Donc on voit bien un transfert des données, transfert des talents, transfert de technologie aussi. C'est Grok qui est intégré dans Tesla. Moi, dans ma Tesla, je l'ai vu arriver. Aujourd'hui, le bot avec qui tu peux discuter, parce qu'avant, tu pouvais pas avoir une conversation en langage naturel avec ta Tesla. Maintenant, c'est possible. Il faut payer. Il faut avoir un abonnement Grok à 30 balles par mois. Mais c'est effectivement Grok. Donc, et puis demain, on peut se dire, ça va être Optimus, ça va être les robots humanoïdes de Tesla, ça va être tout un tas de trucs comme ça. Et donc XAI est effectivement central, peu importe ce que ça coûte. Et puis dans le passé, on l'a vu dans la Silicon Valley, des boîtes comme Amazon ont perdu avec AWS énormément d'argent pendant des années pour construire quand même une vache à lait à la fin. Donc dans la tête de Musk, je pense que c'est pas très grave si ça perd de l'argent tant qu'on construit l'AI dont on a besoin. Et puis il y a Neuralink, il y a plein d'autres boîtes derrière, effectivement.
c'est loin d'être idiot. Elon Musk est de retour à Washington 6 mois après avoir claqué la porte de la Maison Blanche en rage, 6 mois après avoir promis de créer un 3e parti politique pour détruire les républicains. Eh bien, le voilà qui dîne avec Trump et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. C'est la réconciliation. On voit les images là. Il y avait aussi Ronaldo. Je sais pas ce qu'il foutait là. J'adore l'image de Ronaldo. C'est tellement un mème, quoi. Mais c'est la Coupe du Monde de foot aux États-Unis et entre autres aux États-Unis, Mexique et Canada. 3 pays qui s'entendent super bien d'ailleurs. Ça promet une super Coupe du Monde cette histoire. Et puis ce qu'on apprend aussi, c'est que Musk se remet à financer à nouveau les républicains. On a des élections à mi-mandat en 2026. On n'en parle pas beaucoup en France. Et visiblement, Musk a décidé de participer à ces élections et a financé quelques candidats pour les aider, pour les sénatoriales notamment. Et il se lance en guerre contre l'Europe. Il appelle à l'abolition de l'Union européenne. C'est du Musk, hein. Et il compare l'Europe au régime nazi. Et puis, bien évidemment, il soutient ouvertement maintenant l'extrême droite, que ce soit en Allemagne ou au Royaume-Uni. Résultat, Bruxelles inflige une amende de 140 millions de dollars à X. Ça t'apprendra. Comment t'analyses, toi, ce retour en politique, Jérémy, de Elon Musk, à la fois sur la politique interne, avec ses élections à mi-mandat, mais aussi cette croisade contre l'Europe. C'est assez intéressant Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Eh ben écoute, déjà il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais évidemment qu'il y a un lien. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. T'as fait un lapsus. Tu as dit résultat, il se prend une amende. Alors techniquement, c'est pas dans la motivation derrière cette amende, mais en effet, on peut inférer quand même un lien de cause à effet. En fait, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Jérémy, là, je montre ce graphique qui est très drôle. Hein. Les amendes de l'Europe, c'est un vrai business pour l'Europe. Oui. Hein. Je vous montre là le total des amendes sur 2024 pour les géants américains a dépassé les taxes prélevées sur les acteurs de technologie européenne. Donc en gros, l'Europe gagne plus à infliger des amendes aux Américains qu'à taxer ses propres entreprises. Juste pour l'anecdote, hein, c'est assez drôle à révéler, quoi. C'est assez drôle, mais ça, c'est une stratégie très française qu'on a au bord des routes, hein, et qui s'appelle les amendes. Les radars. Les amendes, voilà. C'est une forme de taxe cachée, hein, en réalité. Bon, alors pardon, c'est pour la sécurité routière. Hein, désolé, je retire ce que j'ai dit. Mais c'est certain que, comme les taxes sur les paquets de cigarettes, hein, à la fin, on prend soin des gens et au final, on crée un revenu pour l'État. Tant mieux. Mais le sujet, pour revenir à Musk qui revient en politique, en fait, ça découle très logiquement de ce dont on vient de discuter. Musk a fait pression et voilà, il a eu des déclarations à l'emporte-pièce contre Trump. Tu l'as rappelé, des choses assez burlesques. Mais dans le fond, on était dans une logique de rapport de force. Écoute-moi, Trump, tu vas mettre mon gars à la NASA, faut rappeler ça. Trump voulait présenter, je suis désolé, j'ai plus le nom, mais il avait un candidat pour celui qui devait diriger la NASA. Jared Isaacman. Et on parlait de Starlink, on parlait du fait que Elon Musk est quand même très lié à l'État, via ses entreprises. Donc, qui dirige l'État? Ceux qui sont élus. Donc, de manière très logique, le fait qu'il revienne en politique est assez normal dans la mesure où il a besoin de garder son influence sur l'appareil étatique américain. Donc là-dessus, j'ai envie de dire business as usual. Je pense qu'il faut pas être surpris. Je me permets juste de faire une parenthèse, mais il y a ce documentaire sur l'affaire Bettencourt. Je crois qu'il est sur Netflix. Il y a un passage, moi, qui m'a marqué, c'est quand on comprend qu'en fait, Bettencourt donnait de l'argent à tout le monde, sauf à l'extrême gauche. Mais il donnait de l'argent à tout le monde. Pourquoi? Parce que à partir d'un certain niveau de revenu, tu as besoin du soutien des hommes politiques qui, justement, vont décider s'ils te taxent ou pas, hein, n'est-ce pas? Donc, chez Musk, il y a la stratégie industrielle derrière, mais il y a un peu ça. Et puis après, tu l'as dit, il y a cette attaque vis-à-vis de l'Europe. Et moi, je vais pas commenter les petites phrases, mais il y a un document qui a beaucoup fait réagir dans la communauté des experts en géopolitique et en intelligence économique. C'est ce document
publié par le gouvernement américain qui détaille sa stratégie nationale de sécurité. Stratégie nationale, mais elle concerne tout le monde, hein, puisque on parle du monde, en l'occurrence. Et ce qui est très intéressant, c'est en effet ce qui est dit sur l'Europe. Donc, il y a eu beaucoup de déclarations dans les médias qui parlaient du fait que Trump disait que l'Europe est en voie de décivilisation, qu'il y a trop d'immigration, patati patatoche. Oui, il a le même discours que Éric Zemmour hein, là-dessus. Hein. C'est le grand remplacement. Bien sûr. C'est exactement le même discours. Hein. Ouais. Alors, tout à fait, c'est exactement le même discours, ou que tout... Il y a beaucoup de personnalités de droite qui le pensent. J'ai vu Pierre Lelouch à la télé récemment, des anciens des Républicains, qui le dit lui aussi. Mais globalement, c'est pas ça qui est intéressant, à mon avis. Parce qu'en fait, ce discours qui a choqué hein, l'auditoire, en réalité, on s'en fiche un peu. L'idée pour Trump, de ce point de vue-là, c'est uniquement de faire de l'Europe un épouvantail pour son électorat. Et de dire, regardez l'Europe, c'est terrible, il y a des migrants, c'est terrible. Moi, les Américains, moi j'ai une politique qui va aller contre ça, et vous inquiétez pas, vous ne deviendrez pas l'Europe. Ce qui marche avec son électorat. Mais là, on est vraiment sur de la politique aérienne. Et pas simplement sur l'immigration, hein, Jérémy, c'est aussi sur la bureaucratie, le deep state et tout ça. Hein, c'est tout le discours et la rengaine de Trump sur le fait que, et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pourquoi il s'est fait élire hein, face à Biden. C'est Biden veut transformer les États-Unis en une sorte de Bruxelles. D'ailleurs, il y avait des collaborations entre les États-Unis et Bruxelles. Les États-Unis, pour des raisons constitutionnelles, ne pouvaient pas taxer, par exemple, les géants de la tech. On a appris qu'il y avait des sortes d'entente en disant allez-y vous l'Europe, allez faire chier les géants de la tech parce que nous sur un plan interne on peut pas le faire. Donc il y a aussi la bureaucratie européenne qui est agitée comme un épouvantail hein, pour les Américains. Et une des techniques les plus fédératrices, puisque les politiques arrivent plus à fédérer, c'est quand même dans les trucs des stratégies pour fédérer des tribus, c'est le eux contre nous. Enfin, Bien sûr. La stratégie du bouc émissaire. Enfin, c'est vieux comme le monde, mais c'est tellement puissant, surtout au moment des réseaux sociaux. Où en fait, plus c'est con, plus c'est gros, plus c'est clivant, plus ça part viral. Donc c'est parfait de fustiger l'Europe sur ça, quoi. Très clairement. Et juste pour juste un petit point justement sur ce document de ces stratégies américaines. Oui, explique-nous ce document parce que la hiérarchie la vision du monde de Trump, elle est super intéressante. Tu me l'as expliqué un petit peu. J'aimerais bien qu'on explique ça aux auditeurs. Ouais. Elle est super intéressante et elle s'inscrit dans la continuité de la stratégie américaine de pivoter vers l'Asie. Parce que le grand concurrent, en fait, c'est la Chine. L'Europe, c'est la périphérie de l'humanité en réalité pour les États-Unis aujourd'hui. En fait, ce document détaille la stratégie américaine vis-à-vis des différentes zones d'influence qu'ils définissent eux. Un peu comme dans les guignols de l'info, ceux qui ont la référence le comprendront, mais globalement il y a le Western Hemisphere, bon leur sphère d'influence qui comprend donc les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud, évidemment. Donc ça c'est en numéro 1 dans le plan. Ça c'est la priorité, doctrine Monroe, notamment parce que ils se sentent menacés dans cet hémisphère. Pourquoi se sentent-ils menacés? C'est parce qu'il y a un petit élément qu'on n'a pas noté, mais c'est que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud, je crois, dans les années 2010, et ça ne va qu'en augmentant. Donc là, on a une pénétration économique chinoise dans la sphère américaine qui est très importante, et de l'économie à la politique, au militaire, il n'y a qu'un pas. Donc les Américains sont très inquiets vis-à-vis de ça. Donc d'abord, sécuriser leur zone d'influence, à eux, les marches de l'Empire. Ensuite, donc en deuxième point, dans ce document, tu as l'Asie. Pas l'Europe, hein. L'Asie. Donc l'Asie est en deux. Après eux, c'est l'Asie, quoi. C'est pas l'Europe. C'est pas l'Europe, c'est toujours pas l'Europe. Okay. Donc c'est l'Asie où justement, là, le gros focus, c'est comment faire en sorte que les Chinois ne deviennent pas numéro 1. Parce qu'en fait, c'est ça la crainte. Hein. Les Américains veulent être puissants, mais c'est pas tout. Ils veulent être les numéros 1. Parce que quand tu es le numéro 1, il y a tout un ensemble d'avantages. Enfin, c'est toi qui restructure les relations internationales, en vérité, quand tu es numéro 1. Donc, perdre sa place de numéro 1, malheureusement, ça va souvent avec une guerre. Donc bon, l'idée, c'est de contrer cette influence chinoise. En 3, tu as l'Europe. Après, tu as le Moyen-Orient. Et ensuite, tu as l'Afrique. Bon. Mais ça, c'est l'ordre des priorités. C'est-à-dire qu'on est en dessous de l'Amérique du Sud, en dessous de l'Asie, et juste avant le Moyen-Orient, quoi. C'est quand même ça le gros sujet. Et le deuxième point qui est important dans ce document, c'est que l'Europe, l'Union européenne en l'occurrence, et la Russie sont mis sur quasiment un pied d'égalité. C'est-à-dire que pour les États-Unis,
faut stabiliser cette zone et faire en sorte que les deux s'entendent. Donc on n'est plus dans ce discours manichéen avec le méchant, le gentil, etc. Et ça, c'est du long terme, si vous voulez, parce que le pivot vers l'Asie, c'est Obama qui l'a enclenché. Et avec ce pivot vers l'Asie, les États-Unis sont pas tout puissants. Quand vous enclenchez un pivot vers l'Asie, vous pouvez pas être présent de la même manière partout. Et ce que les partisans de Trump reprochaient à la stratégie démocrate des démocrates, c'est d'être trop concentré sur l'Europe et notamment sur le conflit ukraino-russe, Oui. et pas assez sur la zone d'influence américaine première que je viens de décrire et sur la montée de la Chine. C'est ça vraiment les arguments Super intéressant. des stratèges américains. Si je t'écoute un petit peu, est-ce que il n'y a pas une forme de sous-traitance de Trump très axé, lui, sur justement ce pôle Asie, à Musk, en disant « va tester un petit peu l'Europe », puisqu'en plus, de toute façon, tu n'as plus rien à perdre, parce que là, je le montre, tes ventes de Tesla en Europe, elles sont en train de se casser la gueule. Ouais. Bruxelles essaye de te taxer aussi avec ses amendes. On a besoin quand même de tester un petit peu l'Europe. Donc, vas-y, monte au créneau. Et donc, son soutien aux thèses un peu d'extrême droite, clairement des partis d'extrême droite comme en Allemagne ou en UK, sont une façon de tester est-ce que l'Europe est prête à faire front aux États-Unis ou est-ce que, au contraire, elle va remettre ses pantoufles et faire ce qu'on lui dit, quoi. J'ai l'impression que, donc du coup, Musk serait une sorte d'agent américain pour aller s'occuper de l'Europe et tester la vassalité de l'Europe face aux États-Unis. Ah bah, Musk est-il un agent américain? La réponse est oui. Je rappelle qu'il est sud-africain à la base. D'abord parce qu'il est américain et puis ensuite parce qu'il a de l'influence. Donc c'est un agent d'influence américain, ça, il n'y a pas de doute. Après, la différence, là, c'est que pour une fois, entre guillemets, on a un agent d'influence qui est du bord des républicains, parce que d'habitude, c'est quand même plutôt des démocrates. Moi, à mon avis, l'idée, c'est pas tant de tester l'Union européenne que de la faire exploser. Je crois que l'objectif à terme de Trump, c'est de faire exploser l'Union européenne. Pourquoi? Je crois parce qu'il la voit comme un ensemble potentiellement hostile aux intérêts américains si cet ensemble arrivait, je dirais, à se fédérer et à se coaguler dans une détestation des États-Unis, ce qui semble être de plus en plus le cas. Et c'est quand même assez dingue ce qu'on observe. Enfin, je veux dire, rendez-vous compte, les observateurs intellectuels, personnalités des médias les plus europhiles et atlantistes des dernières années, aujourd'hui, ont des discours mais d'un anti-américanisme qu'on a rarement vu. Je suis pas sûr que même De Gaulle aurait eu des déclarations aussi critiques vis-à-vis des États-Unis. Aujourd'hui, vous avez des Raphaël Glucksmann, des Asma Malat, en parlait tout à l'heure aussi, qui ont des discours mais presque belliqueux vis-à-vis des Américains. Donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que on était quand même sur des personnalités publiques qui étaient quand même plutôt pro-atlantistes. Donc il y a quand même un risque peut-être de décrochage de la part de ces élites qui aujourd'hui gouvernent l'Europe. Peut-être qu'en effet, demain, on aura des formations nationalistes ou de droite extrême ou de giga-droite. Bon, chacun choisit l'étiquette qu'il veut, qui prendront le pouvoir. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir, qui sont globalement hostiles à la politique de Trump, qui, quoi qu'on en dise et quoi qu'on le veuille, aujourd'hui, les États-Unis, c'est Trump. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui gouverne et il y a de grandes chances que après lui, ce soit J.D. Vance. Oui, Elon Musk, il dit qu'on est parti pour 12 ans. Hein, c'est-à-dire que lui, il parle de un mandat de Trump puisqu'il ne... d'abord, il est âgé maintenant, Trump, et puis il a déjà fait 2 mandats. Il dit, on va avoir ce mandat de Trump qui va se terminer. Et puis ensuite, ça va s'enchaîner avec 2 mandats de J.D. Vance. Donc, en gros, au total, on est parti pour 12 années de conservateurs américains, c'est clair. Et c'est vrai que ce que tu dis fait écho à ce qui se passe, parce que on voit bien que Musk soutient les partis d'extrême droite, notamment les anti-européens, qui par définition sont anti-européens. Le parti d'extrême droite anglais qui a mis en place le Brexit, et puis l'AfD, évidemment, et certainement les partis en France, je sais pas si
il y a déjà ce genre de soutien. On l'a pas encore vu, mais en tout cas, pour l'AfD, je montre ce chiffre. La France n'est pas importante en fait. Ah, c'est ça la vérité. Ouais, d'accord. La France est vue comme quantité négligeable de l'extérieur et pour les Américains. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à la Commission européenne, qu'ils s'attaquent à l'Allemagne, qu'ils s'attaquent au UK. Nous, on est vu comme un acteur périphérique. Comme l'Espagne ou comme l'Italie, quoi, en gros, quoi, c'est ça. Bah, un peu, ouais. Et puis le père Musk, il a une carte dans la manche, hein, qui revient au premier sujet dont on a parlé, hein, c'est Starlink, hein, qui joue un rôle crucial dans la guerre en Ukraine. C'est cette technologie qui est utilisée par les troupes ukrainiennes qui combattent la Russie. Et sans Starlink, l'armée ukrainienne, elle est complètement aveugle. Donc là aussi, on se rend compte que Musk, ok, les ventes de Tesla, bon, de toute façon, on va pas mettre en place du marketing pour relancer les ventes de Tesla, c'est foutu. Mais il a un poids géopolitique énorme en Europe parce que on n'est pas capable, nous les Européens, d'offrir aux Ukrainiens une technologie qui rivalise avec Starlink. Ça, c'est clair. Donc, je pense qu'il utilise aussi ça, hein, dans son. Il y a une vraie ingérence, quoi, quelque part là-dedans, quoi. Ah oui, complètement. Non, là, on est dans de l'ingérence, c'est clairement, c'est caractérisé. Maintenant, pour en revenir quand même au sujet de la tech, qui est fondamental, il y a une grande inquiétude aujourd'hui. Je l'entends beaucoup dans des entreprises européennes, des DSI, les directions des systèmes d'information, donc ceux qui décident des usages et des achats de la tech dans les entreprises, pour ceux qui sauraient pas, les DSI, voilà, c'est de se dire, ok, on a mis toutes nos applications, nos usages en SaaS, donc dans le cloud, applications tournent dans le cloud, et si demain les Américains coupaient le cordon, qu'est-ce qu'on ferait? Et la réalité, c'est que rien. Nos entreprises s'arrêteraient pendant un certain temps, le temps de trouver une alternative. Ce serait pas, et ça, c'est sans rire, c'est un risque qui est identifié par des organisations professionnelles comme le SIGREF, dirigé par Henri Dagrin, que je salue, qui fédère les DSI des plus grands groupes français notamment. C'est un risque identifié. Voilà, de perdre justement l'accès aux technologies américaines. À mon avis, c'est un peu le scénario du cygne noir, quoi. Là, on serait vraiment dans quelque chose d'assez cataclysmique, hein. Pour en arriver là, faudrait qu'on soit dans une dégradation mais maximale des rapports entre les États-Unis et l'Europe. Cela étant, cette dépendance aux services numériques américains existe à tous les niveaux, dans la tech en général, dans la cybersécurité, et pour le coup, ça change pas. Un petit comparable, hein, là-dessus, hein. Pour les auditeurs qui nous écoutent, on dit oui, mais on a des plateformes, on a des hyperscalers. Il y avait Fanny qui était là il y a quelques jours et qui disait mais OVH est un hyperscaler. Je rappelle que OVH fait 1 milliard de chiffre d'affaires par an. C'est génial, hein. Oui, ça correspond à 12 heures de revenus chez Amazon, hein. Voilà. À titre de comparaison, Amazon fait 700 milliards de chiffre d'affaires par an. Alors, c'est pas que AWS, hein, c'est tout Amazon. Mais voilà le comparable, hein. OVH 1 milliard, c'est 12 heures de revenus d'Amazon. Donc, effectivement, on est complètement à poil. C'est évident. Il y a une réflexion que je me fais, c'est que je me dis que, alors, je ne suis pas un grand fan de la réglementation extrême ou de la régulation. Je suis plus fan de la régulation que de la réglementation. Force est de constater aujourd'hui que quand on regarde la technologie, il n'y a plus qu'une zone qui régule, c'est l'Europe. La régulation a complètement sauté aux États-Unis. Ils ont plié les régulateurs, que ce soit la FTC ou la FCC. Ils sont maintenant dirigés par des lieutenants de Trump et la Silicon Valley. Les plateformes sociales ont complètement abandonné la modération de contenu sous prétexte de liberté d'expression. Les fact-checkers ont disparu. X, on se rend compte qu'il n'y en avait pas. Et TikTok, bon, ça résiste un petit peu, mais voilà. Mais il n'y a plus que l'Europe aujourd'hui avec son Digital Services Act qui est capable d'imposer aux plateformes de supprimer des contenus racistes, des trucs antisémites. Alors, ça ressemble, il faut quand même le dire, de plus en plus à de la censure, hein, cette histoire-là, mais on nous dit que c'est de la régulation et qu'on est finalement les seuls aujourd'hui à pouvoir
infliger ce type d'amende aux géants de la tech américains. Ben, le discours anti-censure, il a beau dos, quoi. Enfin, moi, je pense à ma pote, The French Virologist, qui a sa newsletter numéro 1 sur la santé en France. Elle est en Floride. Elle dénonce dans sa newsletter toutes les fake news depuis le plus haut de l'État au niveau de la santé aux US. Et ces mecs-là, ils sont laissés, mais sans aucun scrupule, sans aucun contrôle, raconter des balivernes scientifiques. Mais vraiment, tu sais, avec Aux États-Unis. les vaccins, Ouais. le vaccin qui crée l'autisme, enfin des conneries monumentales. Donc désolé, moi je fais partie des gens qui trouvent que c'est quand même normal de réguler les conneries, tu vois. Ah bah, Je surtout trouve qu'on les fake l'oublie un news. petit peu. Et quand on aura des gens qui se vaccineront plus, qui feront nimp et tout, bah ça aura une autre gueule aussi. Après, ça sera plus juste des gens teubés sur TikTok, ça sera aussi vraiment des cas, tu vois, on va dire des cas d'État, des problèmes d'État en fait qui vont arriver. Le truc, on a inventé un truc en Occident qui s'appelle, c'est en 3 lettres, ça s'appelle la loi, et en 4 lettres, le juge. Quand une loi est enfreinte, qu'est-ce qui se passe? Le juge doit prononcer une sanction et étudier le dossier. Ça, c'est le droit canon, le droit même dans la common law. Ça s'appelle Mais l'état de droit. c'est là-dessus que fonctionne la société occidentale normalement. Ouais. On constate d'abord une infraction et ensuite, il peut y avoir une plainte, une association, un individu saisit la justice et après un juge se prononce. Et derrière la loi, il y a aussi un autre principe intéressant, c'est la démocratie. Donc c'est-à-dire qu'on a un débat démocratique sur ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Le problème sur le DSA par exemple, c'est que tu fais un micro-trottoir, tu vas à Châtelet, tu demandes « Coucou, est-ce que vous savez ce que c'est que le DSA ?» Les gens vont te demander le RSA. Ouais. Voilà, c'est ça qu'ils vont te dire. Ils savent pas ce que c'est que le DSA. Les Européens, les Français ne savent pas ce que c'est, parce qu'il n'y a pas eu de débat. Un jour, cette réglementation, elle est tombée comme ça du ciel de l'Union européenne, et on nous dit, bon bah voilà, il y a des trucs qui se passent sur les plateformes, sans déconner, il y a des trucs qui se passent sur les plateformes, on n'est pas au courant, évidemment qu'il y a des trucs assez horribles qui se passent sur les plateformes. Bon, je vais pas utiliser des mots interdits, mais bon voilà, les gens comprendront. Hein, il y a des gens qui aiment bien les petits enfants. Eux, c'est open bar sur la plupart des plateformes en réalité. Ouais, et tu avais bien même sûr. une enquête du Guardian qui l'avait montré que Meta, notamment, ne censurait pas assez ces contenus-là. Bon, déjà, si on pouvait s'attaquer à ça, ce serait pas mal. Mais bon, donc on a d'un côté un déficit démocratique où les gens ne comprennent pas ces réglementations, qui pourtant s'appliquent à tout le monde, puisque ça va s'appliquer aux informations que tu consommes sur les réseaux sociaux. Mais on n'a eu aucun débat démocratique là-dessus. Rien du tout. Donc ça, c'est Parce premièrement. qu'on l'a pas parce que les politiques comprennent rien non plus au sujet. Hein. Ils sont incapables d'en Je parler. pense qu'ils Quoi. comprennent et je pense qu'il faudrait avoir un débat. Je pense que, enfin, on a quand même des gens qui sont toute la journée sur les réseaux sociaux, ou alors on supprime la démocratie. Je veux dire, si les politiciens comprennent rien au sujet et que les citoyens comprennent rien au sujet, ok, bon bah très bien, on supprime la démocratie, comme ça c'est plus clair et on change de régime, j'ai envie de te dire. Et oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Jérémy, c'est que ce DSA dont tu parles fait sauter ce mécanisme traditionnel, cet état de droit, c'est-à-dire que effectivement, on ne constate plus l'infraction de façon publique, on peut constater une infraction de façon dans des officines, et puis on enclenche le DSA. Administrative. Voilà, de façon administrative et plus de façon juridique. Et donc là, c'est plus un juge qui décide, c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires de l'Union européenne ou des fonctionnaires dans des pays qui décident et qui t'interdisent sur des médias sociaux et des choses comme ça. Donc, je suis pour de la régulation. Je suis entièrement d'accord avec toi, Flavie. Il faut lutter contre la désinformation, ça c'est évident. Bien Mais sûr. je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a renoncé aux principes démocratiques et aux juges pour faire ce boulot-là, si tant est que, je l'espère, les juges restent encore indépendants du pouvoir. C'est de moins en moins le cas ici aux États-Unis, mais en tout cas en Europe, j'espère que c'est encore le cas. Par des Donc, faisons confiance à la justice, même si elle est lente. Il faut peut-être, c'est la justice c'est sur la justice qu'il faut miser et il faut l'accélérer. Il faut lui donner les outils pour accélérer. Parfois, dans certaines affaires, alors bon, je suis avocat de profession, mais à l'origine, mais parfois dans certaines affaires, la lenteur, voilà, est mère de sagesse. Hein. Alors, je suis d'accord que les réseaux sociaux, ça va super vite. Une fake news, là, on a vu Emmanuel Macron s'émouvoir d'une fausse vidéo IA qui annonçait un coup d'État en France.
je vous le dis sincèrement, j'ai eu l'impression d'entendre, je sais pas, ma grand-mère, oh là là, regarde, il y a une fausse vidéo qui annonce un coup d'État en France. Je veux dire, pour qui utilise les réseaux sociaux, c'est évident qu'elle est fausse, la vidéo. Enfin, faut vraiment avoir 52 QI pour penser que comme ça, oh là là, il y a quelqu'un qui filme devant l'Assemblée nationale, il y a un coup d'État, Macron est plus au pouvoir. Enfin, tu tapes dans Google Macron coup d'État, hop, tu l'as ta confirmation. Les gens sont pas idiots. Et on voit le gouvernement, enfin, on voit le président s'émouvoir, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est capable de citer Gérard Majax, quoi. Qui connaît Gérard Majax? Enfin, faut vraiment avoir 70 ans. Donc, moi, je pense qu'il est dans un autre univers mental, qui comprend pas trop les réseaux sociaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Flavie, qu'il y a énormément de bêtises. Il y a des trucs, même très sombres, sur Internet, sur le dark web, etc. Et très dangereux. Il faut réguler, il faut chercher, il faut enquêter, il faut des services de police. Il faut des journalistes qui ont les moyens de faire leur travail, de débunker les fake news, en effet, vis-à-vis des vaccins, de certains trucs médicaux. On a vu des gens mourir parce qu'ils se traitaient pas contre le cancer, parce qu'ils écoutaient des charlatans. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi que il faut le faire. La question, c'est comment. Et ça, le comment, dans une société démocratique, on le trouve en débattant et en discutant, en se mettant autour d'une table, avec des gens des deux bords, en se disant, écoutez, là, on a un problème sur le harcèlement scolaire. Ça concerne les enfants, que vos parents soient de droite ou de gauche. Ça concerne tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Discutons, réinstaurons un débat démocratique. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra en sortir par le haut, tout simplement. Je pense qu'il faut éviter d'être dogmatique sur ces sujets et essayer, voilà, de trouver. Et puis, les solutions, elles seront pas parfaites. Je veux dire, depuis qu'Internet existe, on a des trucs absolument affreux sur Internet. Mais débattons-en et au-delà des postures, ce serait bien, quoi. Parce que Thierry Breton, qui un jour apparaît à la télé comme un Pokémon et dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, on a le DSA. Ah bon? Qui a voté pour ça, en fait? En tout cas, on en débat régulièrement ici dans Silicon Carnet. Je suis sûr que vous allez en parler lors de vos dîners de Noël. On en a déjà parlé, je veux dire, les mecs de droite ou les mecs de gauche, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche d'ailleurs. Ou vos dîners de fin d'année. Ouais. Du DSA, n'en parlez pas trop à table, ça risque de... Et grand-maman va dire, quoi, tu es au RSA, petit-fils? Je pensais que tu avais trouvé un job. Un CDI. Je parle du DSA. Ça va être drôle. Bon, allez, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. On se retrouve l'année prochaine. Pensez à regarder le Festin 4 qui sort le 27 décembre. Continuez la conversation avec nous sur YouTube. On lit tous vos commentaires. On vous répond. Jérémy sera là, Flavie sera là et tous les autres pour continuer la conversation avec vous. On vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité tout au long de cette saison 2025 et on vous retrouve l'année prochaine. Allez, hasta luego amigos, bye bye. Allez, venez prendre un verre avec nous là. On a rigolé, et surtout, bon aîné.